Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs. Avec AgriWeb TV, la chaîne dédiée à l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine, je pars dans les fermes prendre le café avec les agriculteurs. J'arrive avec ma table, 2 chaises et mon thermos de café et c'est parti pour une discussion sans filtre avec ces personnalités hors du commun. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre au Salon de l'agriculture de Bordeaux pour rencontrer Louis Veyssy. Louis élève 130 vaches laitières de race Primostein à Beaumont du Périgord. Il commercialise son lait par les circuits de distribution classiques en le vendant d'abord à une coopérative qui le vend elle-même aux grandes surfaces. Vous avez ici sur le podcast la version longue de notre discussion. N'oubliez pas que les cafés fermiers sont avant tout un format vidéo de 10 minutes que vous pouvez retrouver sur agriweb.tv. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. J'ai rencontré Louis au Salon de l'agriculture de Bordeaux car il y a amené 2 vaches pour les présenter au concours. Il nous explique pourquoi il s'inscrit dans cette démarche et ce qu'implique la participation à ces compétitions. Mais surtout, nous avons discuté des conditions de travail des éleveurs laitiers. Vous le savez, la question du revenu de cette profession est particulièrement brûlante et fait souvent la une de l'actualité. Louis est passionné par son métier, mais reste non moins lucide. J'ai trouvé son témoignage poignant et je suis très heureuse de vous le partager afin que vous puissiez entendre sa voix. La filière laitière est un fleuron de l'agriculture française, mais le nombre d'éleveurs ne cesse de diminuer. Cet épisode permet de comprendre pourquoi. Allez, je vous laisse en compagnie de Louis. C'est l'épisode 4 des Cafés fermiers d'AgriWeb TV. Bonjour Louis. Bonjour. Bon, pour démarrer, est-ce que tu voudrais un thé ou un café ? Un café, je veux bien. Un café, allez, vendu. Tu prends le café à quelle heure le matin ? Entre 6h15 et 6h40. Ça dépend à quelle heure je me couche la veille. T'es fait tard ? Non, mais il y a un peu de travail et un peu les week-ends, bien sûr. Et t'es dans quel état d'esprit le matin quand tu prends ton premier café ? T'es plutôt de bonne humeur, optimiste ou plutôt un peu en galère ? On va dire que je suis pas trop du matin, mais j'aime ce que je fais, donc je me lève avec la bonne humeur. Et c'est quoi ta journée type ? Alors la journée type, disons que voilà, j'embauche autour des 7h15. Voilà, je suis pas un grand matinal dans la production laitière, beaucoup embauchent plus tôt. Mais moi je fais comme ça me convient, donc je commence vers 7h15 à rentrer les vaches, donc leur faire les paillasses, les logettes, la traite, voilà, l'alimentation, on finit autour de 9h30, les veaux, donc après on fait les soins qu'il y a à faire aux animaux, les inséminations, les clôtures s'il faut sortir les animaux à la pâture, et voilà, après on commence à travailler des champs quand c'est la période, et voilà, on s'arrête autour des 13h, on reprend vers 14h. Et donc de 14h à 17h on va dire, on fait les champs, le travail qu'il y a autour, entretien du matériel, travail sur les vaches s'il y a besoin. Et puis après on repart sur l'astreinte des animaux quoi. Donc rentrer les vaches, traire. La traite elle dure combien de temps ? On va dire que l'astreinte de la traite c'est à peu près 2h30, c'est-à-dire rentrer les vaches, traire et laver la salle de traite. Sinon la traite toute seule c'est à peu près 1h15 quoi. Ok, très bien. Et on va passer à la première rubrique, c'est raconte-nous tes animaux. Pour la démarrer, est-ce que tu pourrais nous dire où c'est qu'on est et ce qu'on fait là ? Oui, alors on est au Parc des Expos de Bordeaux. Donc c'est notre concours régional, interrégional. Donc on est là, on amène nos animaux qu'on pense être bons et pour les confronter aux collègues qui sont également les copains et voilà, on passe un bon moment. Et alors t'es venu avec quelle vache ? Alors moi je suis venu avec Petra. Donc Petra c'est une vache en second veau que j'ai amenée au Salon de l'agriculture à Paris là, au mois de février. Félicitations, parce Merci. que c'est pas tout le monde qui monte au salon. C'est la première fois pour nous et c'était un plaisir. Et voilà, donc j'ai décidé de la remettre ici à Bordeaux pour la ressortir de nouveau, c'est une vache habituée. Et après j'ai une autre vache en 8e veau, donc qui a 10 ans, quasiment 11 ans. Et donc elle, qui est aussi habituée des concours, qui a fait beaucoup de concours, et voilà, pareil, un plaisir de la sortir. Et alors, tu penses qu'elles ont leur chance de gagner ? Bon, disons qu'on espère toujours, on fera notre maximum. Après voilà, moi je suis assez nouveau dans le métier, assez jeune. On va dire qu'il y a des pointures en face de nous et bon, on va faire ce qu'on peut. Et alors, c'est quoi les critères donc, déjà, est-ce que tu peux nous donner la race de tes vaches ? Et après, nous expliquer quels sont les critères pour gagner des concours ? Alors, la race de la vache, c'est Primostein.
Donc les critères, c'est très compliqué, il y a plein de critères. Donc c'est des critères, là pour un concours c'est uniquement de conformation, c'est-à-dire qu'on regarde l'aspect général de l'animal, la taille des mamelles, la largeur, le ligament suspenseur, implantation des trayons, les pattes, la démarche. Il y a peut-être 20 critères qu'on regarde et après ça dépend aussi beaucoup du juge. La personne qui sera sur le ring réagira également au coup de cœur, c'est-à-dire qu'il y aura un animal qui répondra à tous les critères et qui en plus a le petit quelque chose en plus pour gagner, quoi. Voilà. L'idée, parce que là c'est très technique, tous les mots que tu nous as donnés, c'est quoi? C'est de d'élire la vache idéale de la race, vers quoi la race devrait tendre en fait? Disons que c'est ça. C'est ça, c'est l'élite de la race, quoi. On sélectionne tous pour avoir un type de vache. Et aujourd'hui, je suis à peu près sûr demain que la vache qui va gagner sera certainement l'élite de la race, et celle qu'on voudrait tous avoir à la maison, quoi. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'est que des critères physiques de beauté ou est-ce qu'il y a aussi un aspect performance Disons que les deux sont en lien, c'est-à-dire qu'une vache qui fait beaucoup de lait, c'est une vache qui a beaucoup de prestance, beaucoup de caractère laitier, et ça se voit sur le ring. Le juge, là en l'occurrence c'est une juge, le verra très vite, quoi. Après là on est surtout là pour la conformation, quoi. Il y a des vaches qui font moins de lait mais qui ont quand même des aptitudes, mais la vache qui gagne généralement c'est la vache qui fait du lait, quoi. Et pourquoi tu t'es lancé dans cette démarche? Parce que c'est pas tous les éleveurs qui le font et j'imagine ça prend du temps. Qu'est-ce qui te motive à faire ça, toi? C'est une passion, disons que j'ai un oncle qui était passionné de génétique et un jour, j'avais 14 ans, il m'a mené sur un petit concours départemental et puis ça m'a plu et puis moi voilà, j'ai une exploitation laitière déjà de mon père qui était producteur de lait, voilà, mais pas forcément passionné de génétique, et donc de fil en aiguille j'ai rencontré une personne qui m'a dit d'aller vers une autre personne, et donc on l'a vu tout à l'heure par exemple monsieur Ducasse qui a été mon maître de stage et également la personne qui m'a fait ouvrir beaucoup de portes et m'a formé, quoi. Voilà, de fil en aiguille, passion, travail, et on s'éclate, alors on continue là-dedans, quoi. Est-ce que pour ton élevage aussi, ça peut être source de meilleure production, meilleure performance économique, ou c'est vraiment deux choses qui sont distinctes? Disons que pour venir ici, il faut quand même beaucoup de rigueur et il faut aussi se mettre des objectifs, et donc en fait quand on se met des objectifs à la maison ça se ressent, quoi. C'est-à-dire que comme je disais, il faut faire du lait, c'est une vache, voilà, elle est là pour faire du lait quand elle vient ici, donc il faut qu'elle fasse du lait aussi à la maison, donc pour faire du lait il faut qu'on travaille bien, autant pour elle que pour nous, et donc c'est un ensemble, quoi. Voilà, c'est vraiment un ensemble, mais c'est vrai que c'est quelque chose, tout le monde ne le fait pas, tout le monde n'a pas le temps, j'ai pas forcément le temps, mais c'est ma passion, voilà. Je passe mes week-ends à ça, et voilà. Justement, quel travail supplémentaire ça te demande? Par exemple, là, pour venir au Salon de l'Agriculture de Bordeaux, comment tu prépares tes vaches? Alors, disons que mais là j'ai la chance, c'est 2 animaux qui sont déjà dressés et déjà préparés vu qu'ils sont là à Paris. Mais par exemple, Petra, pour l'amener à Paris, pendant 2 mois, on l'a mis en box, toute seule. Donc elle avait 3 rations par jour, matin, midi, soir. Elle était lavée 1 fois par semaine. Voilà, c'est une vache, on y passait en moyenne peut-être 1 heure par jour, quoi, le temps de tout faire. Et donc ça, moi j'ai la chance, j'ai ma copine qui est passionnée de ça aussi. Et la vache vient de chez son père, je l'ai achetée il y a 3 ans. Et donc, t'as eu le flair. Voilà, c'est ça. Et, il est pas jaloux? Non, il était heureux de nous la vendre. C'était une opportunité aussi de voir son élevage briller ailleurs que dans son élevage, quoi. Donc il était content. D'accord, très bien. Et après, c'est quoi les étapes? Parce que j'imagine qu'il faut la charger, faire la route, venir ici. Tu peux nous raconter Oui. Alors déjà, il faut donc la dresser. La dresser, c'est un boulot de patience et de patience, surtout, parce que c'est un animal assez têtu, une vache. Et donc il faut être malin et y arriver. C'est pour l'amener sur le ring, ça, que vous la dressez? Et ouais, l'amener sur le ring. Vous verrez demain pendant le concours, mais il faut une démarche particulière, très lente. Faut que la vache nous fasse confiance, qu'elle soit attentive mais pas peureuse. Voilà, on le voit aujourd'hui, il y a du monde qui les touche, il faut qu'elle soit habituée à tout ça, quoi. Donc tout ça, ça passe par le dressage. Ensuite on les tond, on les lave. Voilà, je les trais, on les monte dans le camion. Et donc moi je suis à 2 heures d'ici, à peu près 1h45. Et donc voilà, je suis venu avec mon petit camion de la ferme. Voilà, une aventure.
Et donc demain c'est concours. Et comment Voilà. ça se passe une journée type de concours? Est-ce que avant qu'elle passe devant le jury, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, il se passe que là, on va passer la nuit, on va faire une rotation avec dans le département, on est 2 élevages, on va faire une rotation. Moi, je risque par exemple de rester jusqu'à 5h du matin ce soir. Et puis à 5h du matin, l'autre élevage va venir me remplacer pour surveiller les vaches. Moi, je vais aller dormir jusqu'à 9h. Ce sera laver, ce sera tondre, clipper. Voilà, clipper, c'est-à-dire c'est coller la ligne de dos. C'est compliqué, il faut le voir pour le croire. On leur colle les poils de la ligne de dos pour donner beaucoup de linéarité et de longueur à l'animal. Et donc voilà, on fait tout ça le matin et puis on leur donne à manger. Voilà, il faut qu'elles mangent le plus possible. Très bien. Et après vous l'amenez sur le ring. Là c'est un moment de stress ou On va dire que c'est les 2 heures, les 3 heures avant le ring, c'est le plus intense. C'est un super stress, hein. On est là pour ça, on aime ça. Et après, voir c'est une fierté après de voir son animal défiler. Moi, c'est pas moi qui le tiens, l'animal sur le ring. Normalement, c'est ma copine, mais malheureusement, elle est pas là. Donc là, je fais confiance à un bon ami à moi qui va la présenter et le faire. Et puis là, on est content de voir le travail fait, quoi. ouais, puis c'est l'occasion de se comparer aux collègues et de voir Et comment ça se passe à côté. en toute humilité, de pouvoir comparer le travail fait, quoi. Super. Mais je vais passer à la deuxième rubrique. Raconte-nous ta ferme. Est-ce que tu pourrais nous décrire ton exploitation? Combien t'as de vaches? Ce que vous y faites? Oui. Alors moi j'ai une exploitation familiale donc à Beaumont-du-Périgord en Dordogne. Je trais à entre 100 et 110 vaches, donc ça fait à peu près 120 ou 130 vélages par an. On a 200 hectares, une dizaine d'hectares de noyers. On fait aussi de la noix du AOC Périgord. Et donc voilà, polyculture, élevage, on essaye d'être le plus autonome possible. Tout est dédié à la production laitière, aucune culture de vente. Voilà. Du coup, vous produisez l'alimentation des vaches sur vos terres? Oui, voilà, c'est ça. On essaye d'être le plus autonome possible, acheter le moins possible d'aliments de l'extérieur et ne dépendre de moins de personnes possible, quoi. Vous êtes combien à travailler sur la ferme? Alors moi, je suis en GAEC avec mon père, donc je suis associé à mon père. J'ai en plus une salariée et un apprenti. Ok, donc 3 et demi quoi, 3 à 4. Voilà, on va dire que mon père arrive à la retraite, donc il lève un peu le pied. Voilà, on travaille, oui. On est nombreux. Ça a été quoi le déclic pour toi de te lancer? T'as jamais hésité? Ça a été naturel? J'ai jamais, peut-être à 4 ans je voulais être pompier, mais j'ai jamais hésité. Non, ça a toujours été une vocation et je suis un passionné du métier, de l'animal, tout ce qui entoure. Voilà, c'est un métier hyper intéressant qui impacte une famille entière. On habite tous ensemble, on vit pour notre ferme, quoi, et c'est hyper intéressant. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Plein de choses, le côté investissement, le côté élevage, hein, donc l'animal, c'est hyper intéressant de faire naître un veau, c'est une sensation extraordinaire, faire naître le veau, le voir grandir, se rendre compte qu'on commence à le traire alors qu'on se souvient encore quand il est né, ça fait partie de la beauté du travail, quoi. Puis travail des terres, tout, c'est un boulot où tout m'intéresse, ouais. C'est hyper varié. Voilà, c'est ça. On sait qu'on a l'astreinte des vaches du coup qui dure à peu près 7 heures par jour à peu près et après voilà, on est notre propre patron. Ça c'est quand même quelque chose de super intéressant, quoi. Très bien, et bien je vais passer à la rubrique suivante, c'est la rubrique de la question qui pique. On le sait, on l'entend souvent à la télé, éleveur laitier, c'est un métier difficile. Il y a une forte baisse du nombre d'éleveurs laitiers, je crois. Il en reste plus que 35 000 aujourd'hui en France sur les derniers chiffres que j'ai trouvés. Comment tu vois ton avenir, toi, en tant qu'éleveur ? C'est assez compliqué à répondre à cette question parce que moi, je vais vous donner un chiffre, par exemple, pour mon département, la Dordogne. Je me suis installé il y a 5 ans. On était 350 producteurs, on est rendu à 250. Donc 100 producteurs de lait qui ont fini leur production en Dordogne, quoi. Et c'est assez alarmant, quoi, parce que ça prouve qu'on est une situation difficile et voilà, il y a très peu de jeunes, on est à peu près 2 jeunes par an qui s'installent dans le département, c'est catastrophique. On sait qu'en 2026, il y a 47% des producteurs de lait qui ont plus de 58 ans, je crois. Où on va, je sais pas, mais ouais, c'est difficile de voir l'avenir. Justement, j'aimerais qu'on parle des difficultés un peu du métier les unes après les autres. Je voyais, il y a un sondage du CNIEL qui est paru en 2020 qui est intéressant. C'était 23% des éleveurs laitiers déclarés vouloir réfléchir à arrêter leur activité. Et il y avait 4 raisons. 50% disaient qu'ils allaient partir à la retraite. Donc ça, c'est ce que tu nous disais. 20% disaient que c'était pour des questions de revenus. 11% parlaient de la charge de travail. Et ensuite, 7% du manque de reconnaissance. Pour démarrer sur le premier, la retraite, tu l'as dit, il y a un vrai problème
de transmission, de reprise des fermes, et particulièrement en élevage laitier, non? Parce que c'est très coûteux de reprendre une ferme avec le bétail, les hangars, etc. Aujourd'hui, racheter un troupeau, racheter une exploitation, pour quelqu'un qui est hors cadre familial, c'est vraiment très compliqué. De plus, se retrouver tout seul. Quand on fait ces investissements, on ne peut pas forcément se payer de main d'œuvre. C'est vraiment quelque chose qui est très difficile. C'est vrai qu'en plus c'est une production qui demande beaucoup de matériel, donc beaucoup d'investissement, toujours être à la pointe, on nous fait toujours investir, donc en fait les transmissions sont de plus en plus compliquées, et même je vois nous de père-fils, c'est quand même très coûteux et c'est quand même pas facile, quoi. Ouais. Et ces investissements, c'est ce qui implique que vous ayez besoin d'avoir des troupeaux d'une taille conséquente pour pouvoir les optimiser finalement. C'est ça, alors il y a ce côté investissement, donc il faut optimiser par le nombre de vaches, et puis il y a un autre côté aussi, on va dire c'est plus sur le côté personnel, côté astreinte, c'est-à-dire que par exemple je pourrais vivre tout seul avec 40 vaches, mais tout seul ça veut dire que 365 jours de l'année c'est moi qui fais les 40 vaches, quoi. Je peux embaucher personne. Et donc voilà, alors on essaye de passer à 90, 100 vaches pour être 2-3 à travailler et pour pouvoir faire des rotations, pouvoir prendre un week-end de temps en temps. Et voilà, et je pense que c'est une des solutions qui fera qu'il restera un peu de lait chez nous, quoi. Oui. C'est que finalement, il y a plusieurs éleveurs peut-être qui s'associent et qui s'installent Voilà. sur la même ferme. Voilà. C'est ça. Faut qu'il y ait un jeune qui arrive. Il faut une taille suffisante pour pouvoir avoir de la durabilité, quoi. Et du coup, un des deuxièmes problèmes très liés, là que remettait en valeur le sondage, c'est que 20% des éleveurs pensent à arrêter à cause de questions financières, de rémunération. Là aussi, il y a un vrai sujet pour des jeunes de s'installer. Quand on voit les revenus qu'on peut en attendre, c'est pas hyper encourageant non plus. C'est tout à fait vrai, et voilà, le plus dramatique c'est que moi par exemple aujourd'hui je me suis installé, j'ai fait un peu d'investissement pour parce que je suis jeune, si je dois investir c'est maintenant, c'est pas à 50 ans, donc j'ai fait de l'investissement, mais voilà, je sais que pendant 10 ans ça va être difficile, quoi. Pendant 10 ans, en niveau revenu, on racle tous les fonds de tiroir, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est ça le plus dur, moi je trouve, c'est qu'on n'est pas le droit à l'erreur, quoi. Une année de sécheresse, une année de grêle, une année enfin voilà, on est hyper dépendant de la météo et c'est hyper impactant sur notre travail, quoi. Donc en fait, on dépend du prix du lait et puis on dépend de tout le reste, et vu qu'on ne maîtrise pas notre prix, c'est très compliqué, quoi. Quand tu parles d'investissement, tu as investi dans quoi là ? Alors moi, juste avant que je m'installe, j'ai mon père qui a fait un nouveau bâtiment, parce qu'il avait un ancien bâtiment, pas au niveau pour les vaches, donc il a fait un nouveau bâtiment. Et ça, c'est quelque chose qui coûte très cher, un bâtiment, ça rapporte pas d'argent, voilà, c'est pas comme si on achète une maison pour la louer, quoi. Donc c'est un investissement qui est lourd à apporter, quoi. Et derrière, il faut continuer à avoir du matos à la pointe et qui coûte très cher et de plus en plus cher, voilà. Et combien tu gagnes aujourd'hui par litre de lait ? Combien un éleveur laitier est rémunéré ? Puisque, avant de répondre à la question, est-ce que tu peux nous expliquer à qui tu vends ton lait et comment il est distribué derrière ? Oui. Quand même, alors, c'est important. Moi, je vends mon lait à Sodial, donc c'est une des plus grosses coopératives de France. Donc elle transforme, elle a par exemple Yoplait, elle a Candia, elle a plusieurs marques. Et donc ils m'achètent à un certain prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est à peu près à 390 € et on a 20 € qui sont retenus sur notre paye de lait. 390 €, c'est pour 1000 litres. Pour 1000 litres, oui. Ah oui. oui, donc excusez-moi. Ça fait 39 € le litre. Oui, 39 centimes le litre. 39 voilà, centimes le litre. C'est ça. Et de ça, on nous retient donc 20 centimes du litre pour la saisonnalité, parce qu'ils veulent que l'on ait du lait plus en période mois d'août, septembre. Ils nous le payent un peu plus cher. Ils nous remettront les 20 €. Sauf que voilà, nous avec la chaleur, on n'est pas capable de produire ce litre-là. Donc ça, c'est par exemple une fumisterie terrible, quoi. Voilà. Tu veux imposée dire par nos laiteries. Ok. Tu veux dire qu'en fait, ils vous rémunèrent plus cher le lait l'été et moins cher l'hiver pour vous encourager à produire davantage en été. C'est-à-dire qu'ils ont moins de lait en août, septembre, octobre. En juillet, août, septembre par exemple, ce qui est logique, voilà. Nous, nos vaches, quand on a 35 degrés, elles perdent 5-6 litres de lait. Nous, ça peut faire 10-20 000 litres de lait en moins à la fin du mois. Et donc ça impacte les laiteries, et donc voilà, ils nous imposent ça, et sauf que nous on n'a pas le choix, quoi. La chaleur on la maîtrise pas, on est obligé d'investir. J'ai acheté des ventilateurs pour le bien-être de mes animaux, voilà, toujours investir plus, et voilà. 39 centimes le litre, aujourd'hui vous arrivez à vous dégager un salaire et c'est suffisant pour vivre ? Disons qu'une année normale ce serait suffisant.
Mais une année comme on la connaît en ce moment, hein, c'est-à-dire qu'avec une inflation terrible, le coût des matières premières est exorbitant, le coût de la main-d'œuvre, c'est encore plus compliqué qu'avant, quoi. Quand tu dis en ce moment, c'est suite à la pandémie et à la guerre en Ukraine ? C'est plutôt depuis la guerre en Ukraine. Hein. Nous, on achète du tourteau de soja. Le tourteau de soja a plus que doublé. Le gasoil, on le sait tous, ça a fait x3. Voilà, moi, ça va être à peu près 50-60 000 euros à la fin de l'année en plus. Et le prix du lait, ça va être 40 000 euros en plus, quoi. Donc, en fait, il va manquer 20 000 euros. Et on n'était déjà pas dans une situation saine. Et donc là, on accentue le truc, quoi. Oui, parce que la crise en Ukraine, parallèlement, implique une augmentation du prix du lait quand même, mais pas suffisante pour compenser l'augmentation des coûts. Là, on est dans un prix du lait qui serait à peu près normal, dans une situation normale. Voilà. Et aujourd'hui, avec une augmentation, c'est impossible, quoi. Parce que la France est très exportatrice de lait, je crois, et donc là, avec la guerre en Ukraine, etc., la demande augmente. C'est pour ça que votre prix de vente aujourd'hui s'améliore. Disons que c'est pas forcément dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on est exportateur. Nous, par exemple, Sodial, on exporte 40% de notre production, mais il y a d'autres laiteries qui exportent pas. Mais ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a de moins en moins de producteurs de lait. Les laiteries commencent à le comprendre. Eux, ils gagnent beaucoup d'argent sur nous, donc il faut qu'ils maintiennent quand même le lait. Donc ils se disent, on va en donner un petit peu plus. Peut-être qu'il faut un peu mieux les payer. Pour maintenir, voilà, c'est ça. Ça serait une bonne idée. Voilà, c'est ça. Et derrière, voilà, avec le soja qui augmente, le gasoil, c'est en plus. Et si ces coûts incompressibles, ils augmentent, pourquoi c'est si difficile pour vous d'imposer un prix au litre du lait qui soit décent pour compenser une augmentation ? Parce que toute entreprise normale, aujourd'hui, il y a une hausse des coûts, ils prennent leurs coûts, ils mettent une marge et ça fait leur prix de vente, c'est fait une histoire. Pourquoi vous, les agriculteurs, ça se passe différemment ? Parce que tu viens de le dire exactement, une entreprise normale, nous, on est les laissés pour... voilà, on est les oubliés. Hein. Nous, on va d'abord prendre les GMS, ensuite les transformateurs vont prendre leur marge, et puis ce qui reste, on va vous le donner. Voilà, c'est dramatique aujourd'hui. Pourquoi toutes les entreprises ne peuvent pas produire en dessous de leur coût de production, et nous, producteurs de lait, on ne maîtrise rien, et en plus on est sur les facteurs, voilà, comme je disais tout à l'heure, météo, c'est hyper important. On devrait avoir un prix du lait pour qu'on puisse avoir des réserves pour anticiper tous ces problèmes, quoi. Oui, ce que tu nous dis, c'est que du coup, le raisonnement, il se fait à l'inverse. C'est-à-dire que les distributeurs, les grandes surfaces, elles se disent, moi, je dois vendre à tel prix aux consommateurs parce que si c'est moins cher chez mon voisin, ils vont aller chez le voisin. Et ensuite, ils négocient avec les transformateurs. Donc, par exemple, Sodial, là, qui transforme sous les marques que tu nous as citées. Oui. Et donc, il leur impose tel prix. Et après, du coup, le transformateur, il dit à la grille, il reste plus que ça. C'est ça que tu nous dis. Voilà, c'est ça. La GMS dit, de toute façon, quand ils vont voir Sodial, Lactalis, Danone, enfin, c'est eux qui vont les voir. Et oui, toi, t'es plus cher, donc je vais prendre à l'autre. Ah oui, mais moi, non, je vais faire moins cher. Et voilà, on s'en sortira jamais tant que l'État ne mettra pas son nez là-dedans pour obliger les transformateurs et les GMS à nous payer dignement. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai un discours beaucoup moins révolutionnaire qu'il y a 4-5 ans, par exemple, parce que je suis sûr d'une chose. C'est que je suis sûr d'une chose, c'est que les gens vont avoir faim. Et en fait, personne ne se rend compte, mais nous, on le voit. Aujourd'hui, on n'a plus de stock de beurre poudre. Les gens vont venir dans nos fermes manger, c'est sûr. On commence à le comprendre. On commence à parler de sécurité alimentaire. Vous vous rendez compte, un pays comme la France, qui est très développé, on est en avance. On parle de sécurité alimentaire, quoi. Ça veut dire que les autres pays qui sont autour de nous, ils vont pas produire à notre place. Et eux auront faim aussi, quoi. Tu dis oui, tant que l'État ne mettra pas son nez, mais l'État, il essaye de mettre son nez dedans. Ils ont mis en place la loi Egalim, notamment sous le ministère de Julien Denormandie, pour justement rééquilibrer. Parce qu'en fait, il y a un sujet de rapport de force où les grandes surfaces, les transformateurs pèsent tellement lourd que c'est compliqué. Et donc l'État essaye de réguler, de les obliger à vous payer. Alors, tu vois pas la différence, toi ? Ouais, non, pas du tout. Parce qu'en fait, ils essayent de mettre leur nez là-dedans, sauf que je sais pas, peut-être qu'il y a du lobbying, je sais pas comment ça se passe, hein, mais aujourd'hui, l'argent est pas là, quoi. Donc alors ils nous jettent un petit peu de sous pour qu'on se taise, les laiteries, on vous augmente un petit peu, mais voilà, c'est pas significatif. Et aujourd'hui, l'État devrait imposer un prix pour qu'on soit payé, quoi. Voilà. C'est particulièrement la catastrophe pour les éleveurs laitiers bio en ce moment.
Exactement. Et alors, ce qui est incroyable, voilà, c'est qu'on a demandé à la population qu'est-ce qu'ils veulent boire. Ils veulent boire du bio. Donc voilà. C'était il y a 3 ans. Voilà, beaucoup de producteurs sont Covid. partis dans le bio, c'est ça. Transformation, bio, voilà. Nous, Sodial sont venus me démarcher pour que je parte en bio. Et j'ai pas voulu. Et je pense que j'ai bien fait. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, les bio, faut le payer. Les gens peuvent pas le payer. Le pouvoir d'achat, on sait ce qu'il en est. Donc aujourd'hui, le bio est payé comme un conventionnel, quoi, quasiment. Ouais. Même, je crois qu'il y a 15 jours, il était passé sous le prix Ouais, il voilà. se vendait moins cher que C'est le ça. conventionnel. Parce que le conventionnel s'en sort par l'export, ce qu'on a dit, et par ça. la demande qui augmente. Mais le bio, comme c'est que des particuliers qui Voilà. le commandent. Et alors, ils ont moins de charges que nous en face, c'est-à-dire que moi qui ai pris le soja, par exemple, d'augmentation, eux, ils n'ont pas ça, ils n'en achètent pas. Mais c'est pareil, c'est difficile pour eux aussi, quoi. Il y a encore une décision qui a été prise parce qu'on a écouté nos consommateurs, mais les consommateurs, ils s'achètent ce qu'ils peuvent se payer, quoi. Ouais. Et qu'on comprenne quand même... pour ces éleveurs-là, c'est que donc il y a 2 ans, ils ont pris la décision de se convertir en bio, ce que tu as décidé de pas faire. Et en fait, la conversion en bio prend 3 ans. Donc ça veut dire que pendant 3 ans, ils ont les coûts de production du bio, ils doivent respecter le cahier des charges, mais ils ne peuvent pas vendre en bio, quoi, sous label bio. Et là, en fait, ces éleveurs-là arrivent sur le marché. Et en fait, il n'y a plus personne qui veut de leurs produits. Enfin, pour eux, je trouve ça. Alors, il y a des aides à la conversion qu'on appelle. Donc voilà, pendant les 3 ans de conversion, 2-3 ans, ils ont eu des aides pour compenser un petit peu la baisse de revenus. Mais voilà, aujourd'hui, ils l'ont plus, quoi. Ils l'ont plus et ils sont en bio et ils vendent plus leur lait ou de manière conventionnelle comme nous, quoi. Donc c'est pas facile pour eux non plus, quoi. Puis l'enjeu est fort parce que la filière laitière, c'est un vrai fer de lance de l'agriculture française quand même. Je voyais que c'était une des filières les plus exportatrices. On exporte, tu l'as dit, 4 litres sur 10 produits quand même. Enfin, c'est 4 milliards d'excédents sur notre balance commerciale. Enfin, c'est pas rien. On peut pas laisser déliter toute une filière comme ça. C'est pas rien, surtout que on sait qu'un producteur de lait, c'est 5 personnes qui vivent derrière, en transformation. Moi, je le vois en étant jeune installé, tous les gens qui sont venus... les commerciaux, les techniciens qui sont venus nous voir, nous rencontrer, qui gravitent autour de nous, on se rend compte qu'on fait vraiment marcher un écosystème qui est énorme et en fait c'est malheureux que nous on puisse pas marcher et qu'on puisse pas faire ce qu'on veut, quoi. Et c'est toute une filière derrière qui est en danger parce que tu le dis, s'il y a plus d'éleveurs, ces 5 personnes-là qui travaillent autour de l'éleveur, elles ont parce plus de qu'aujourd'hui le combat n'est même plus de gagner de l'argent, de payer les charges, parce qu'aujourd'hui c'est pas le cas, il faudrait qu'on puisse payer nos charges, mais le combat est de gagner de l'argent. C'est-à-dire que moi aujourd'hui j'ai 26 ans, j'ai pas envie d'avoir la même vie que mon père, c'est-à-dire pas pouvoir se payer de main d'œuvre, parce que voilà, il payait les charges, à l'époque ça marchait, mais de là à gagner de l'argent, non. Aujourd'hui je pense que les jeunes de mon âge, on a envie de gagner de l'argent et on fait 70-80 heures par semaine, c'est beaucoup d'implications personnelles, familiales. Moi j'ai beaucoup de chance que ma copine accepte ma vie et qu'elle connaît par son père, par ses parents. Mais c'est difficile aujourd'hui, j'ai des copains moi, ils n'ont pas de copines, d'avoir une vie à côté c'est compliqué. Et tout ça, on peut faire ce qu'on veut mais ça n'a pas de prix, quoi. En tout cas, c'est bien légitime que vous vouliez gagner de l'argent puisque vous travaillez. Et justement, ça amène au 3e point d'être éleveur et laitier, c'est la charge de travail. Tu l'as dit, ça peut être compliqué d'avoir une vie avec la traite matin, soir. Toi, est-ce que tu arrives à te prendre des week-ends ? Comment tu fais pour avoir une vie à côté et sortir alors, un peu ? J'ai envie de dire que c'est le pire et c'est ce qui fait qu'il n'y a plus de renouvellement derrière les générations en production laitière. C'est que c'est une astreinte... c'est toute l'année, c'est une charge personnelle et émotionnelle très forte. Moi, j'ai pris la décision de prendre un apprenti cette année, je l'ai depuis 2 mois, uniquement pour pouvoir prendre des week-ends et pour pouvoir m'absenter, quoi. C'est incroyable, c'est un boulot avec beaucoup de charges de main-d'œuvre et voilà, on n'a pas le temps de tout faire et il nous faut, pour allier vie privée, boulot, c'est très compliqué, quoi. Et tu arrives à partir en vacances ? Disons que je suis assez casanier. Oui, je m'accorde, on va dire, 1 semaine et demie par an de vacances. Et puis après, avec ma compagne, on part toujours, on va dire, faire les concours. On passe 3 jours à Paris, 3 jours à Bordeaux, et voilà. C'est pas des vacances, voilà. On sort pas de nos vaches, mais. Parce que si là, t'es réveillé jusqu'à 5h du matin pour surveiller les vaches. Non, on dort pas beaucoup, mais on s'amuse, quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Ça reste des bons moments. C'est ça.
Et du coup, dans toujours ce sondage du CNIEL, à la fin, il y en avait 7% qui disaient arrêter par manque de reconnaissance pour le métier. Toi, tu le ressens ça? Je voyais que vous lancez sur Instagram là récemment avec ta copine. Tu ressens le besoin de communiquer, d'expliquer ce que tu fais pour voilà, améliorer l'image des éleveurs? Oui, je vais vous dire tout simplement, il y a 3 semaines, mon apprenti allait étendre du fumier dans une terre au milieu du village où on va semer du maïs. Donc du fumier, c'est de l'engrais pas cher, quoi, et c'est de l'engrais naturel. Voilà, on allait l'épandre, 2 heures après on l'a recouvert. Les voisins sont venus se plaindre que le fumier sentait mauvais, quoi. Ils sont venus habiter à la campagne, nous on était là, on étend notre fumier, et c'est malheureux, mais c'est 1 jour par an. C'est vrai que ça sent pas bon. Mais ça fait partie de la campagne. Alors c'est vrai, quand on a ça, ensuite on fait tout un pataquès sur le glyphosate. Les gens ne savent absolument pas ce que c'est, mais ils se fixent là-dessus. Sur les produits phyto, on nous tape sur les doigts. Mais voilà, aujourd'hui, par exemple en concours, on nous parle beaucoup de bien-être animal. Mais voilà, ils ne savent pas nous tout ce qu'on fait pour le bien-être animal, quoi. On vit pour nos vaches, on y passe un temps énorme sur nos vaches, et c'est vrai, quand on est fatigué, que des gens derrière arrivent à nous tanner sur le bien-être animal, c'est hyper vexant, et pour nous c'est très touchant, quoi. Comment on peut leur expliquer ça? Comment on peut mieux faire entendre votre quotidien? Et le fait que finalement l'agriculture c'est une affaire de compromis, que c'est pas tout noir, pas tout blanc, que c'est du travail? Je pense que voilà, les médias montrent ce qu'ils veulent. C'est celui qui crie le plus fort. Aujourd'hui on connaît des associations comme L214 ou comme Abolition Élevage, tout ça. Voilà. Ils sont là pour arrêter l'élevage. La personne qui n'y connaît rien n'entend que ça, parce qu'ils crient plus fort que nous. Moi je pense qu'il faut attendre un peu. Comme je le disais tout à l'heure, un jour il faudra faire à manger, quoi. Enfin voilà, les gens auront faim, donc ils auront faim. Ils se rendront compte que finalement notre fumier il sent pas bon, mais c'est nécessaire. Que notre élevage on essaye de faire le mieux possible, mais c'est nécessaire. Et si derrière il faut acheter de l'espagnol, de nos pays qui n'ont pas les mêmes normes que nous, je trouverais ça vraiment dommage, quoi. Oui, et puis il faut qu'on ait conscience que je crois que les agriculteurs maintenant vous représentez 3% de la population active. Donc on est 80% à vivre en ville, moi la première d'ailleurs, qui produit rien de mes 10 doigts, mais c'est vrai quand on est 80% à plus rien produire, à un moment les autres il faut qu'ils envoient à grande échelle pour qu'on puisse manger, quoi. Sinon ça va être compliqué. Exactement, et puis en fait on se rend pas compte parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas que la France aujourd'hui c'est l'agriculture, ça fait déjà 3 ans ou 4 ans que c'est le pays qui a été élu avec la meilleure agriculture, quoi. Enfin c'est incroyable, pourquoi on vient nous embêter chez nous dans nos fermes alors qu'on fait du mieux qu'on peut. Et c'est vrai qu'il y a toujours des excès, on trouvera toujours des excès dans certaines exploitations. Il y a des gens qui font mal leur métier partout. Voilà, et alors nous c'est incroyable, quoi. Et alors pourquoi on vient faire ça, je sais pas. Je sais pas, je pense qu'on a une mauvaise image, je sais pas d'où. Je pense que les jeunes, nous on est prêts à donner une autre image. On est tous sur les réseaux, on essaye de donner une bonne image, quoi. Peut-être que aussi vos prédécesseurs n'ont justement pas communiqué. En fait, il y a eu une urbanisation qui a été croissante, et au final, les agriculteurs restants ont pris l'adage un peu pour vivre heureux, vivons cachés, et que ça a créé vraiment un gouffre d'incompréhension entre ces deux mondes-là, non? Voilà, il y a eu ça, et puis je pense qu'il y a eu un phénomène aussi que nos parents avaient toujours quelqu'un dans la famille qui était agriculteur. Voilà, enfin je pense qu'on a tous un cousin, un oncle éloigné, voilà, il faudrait demander à nos parents, nos grands-parents, voilà, on a tous quelqu'un. Et en fait aujourd'hui, tu viens de le dire, 3% de la population, je pense que ça diminue, et en fait on commence à être complètement déconnecté du milieu agricole, et donc voilà, on ne sait plus tout ça, quoi. Pour la petite histoire, je reviens sur ton histoire de fumier, mais donc moi j'ai passé mes vacances à la ferme à Bardos au Pays Basque, et donc ça sentait évidemment le fumier très souvent. Ils avaient des vaches laitières aussi, et du coup quand j'étais petite, à chaque fois qu'on passait à quelque part et que ça sentait le fumier, c'était mon odeur préférée. Je me disais, ça sent Bardos, ça sent les vacances. Mais c'est vrai que ça peut, pour certains qui connaissent pas, ça peut exactement, voilà, voilà, c'est ça. Mais après derrière, on veut pas non plus qu'on mette de pesticides, qu'on mette d'engrais. Et si on peut même plus mettre notre fumier, en fait on peut plus manger, quoi. C'est la vie du sol, c'est tout, quoi. Mais comme tu dis, peut-être que la période de turbulence qu'on traverse va ramener les choses à leur juste valeur. Voilà. Après, on disait pareil pour le Covid. Pour le Covid, les gens sont revenus vers nous, venaient dans nos fermes pour nous acheter nos produits. Ça s'est vite perdu tout ça, quoi. Parce que finalement, c'est plus facile d'aller au supermarché et de se plaindre. Donc, je pense que ça va changer, ouais. Par la force des choses, de toute façon, ça va changer, oui. C'est tout ce qu'on souhaite. Bon, alors Louis, je t'ai amené 3 boîtes que je vais te mettre ici. La première, la deuxième
Et la troisième, et je te laisse en choisir une. Le tac au tac. Allez, j'ai 3 questions pour toi. Au tac, hein, parce que la dernière fois, c'était Olivier Lasterneuse, je crois que tu connais. Il m'avait répondu en 10 minutes. Alors, question numéro 1, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ? Élever les animaux, les faire naître et les voir grandir. Est-ce que tu as un coup de gueule ? Oui, il faudrait qu'on vive de notre métier dignement. Et si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans ton métier ? Pouvoir prendre plus de week-end. Parfait. Eh ben, merci vraiment beaucoup, Louis. C'était trop intéressant. Où c'est qu'on peut suivre l'actualité de ta ferme, te retrouver, te poser des questions s'il y a besoin ? Oui, alors j'ai une page Facebook, donc c'est Ferme laitière du Grand Maine. Grand Maine, ça s'écrit comment ? Avec un Y, M-A-Y-N-E, voilà. Et ensuite une page Instagram. Donc ça c'est ma copine qui gère un peu tout ça. Et donc c'est GM Holstein. Voilà. Ok. Holstein, comme la race. Ouais, comme voilà. la race. Je ne m'embarque pas à l'épeler, mais on le mettra dans le descriptif de l'épisode. Bon, ben encore merci et on te souhaite beaucoup de chance pour le concours de demain. Merci. Et je viendrai le voir pour voir le résultat. Très bien. À merci demain, beaucoup, salut. à demain. Et voilà, c'en est fini pour cet épisode de la série Les cafés fermiers d'AgriWeb TV. Si vous voulez en savoir plus sur notre agriculteur ou notre agricultrice du jour, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet d'AgriWeb TV, agriweb.tv. Nous avons enregistré une vidéo de 5 minutes en même temps que le podcast. Vous pourrez donc mettre un visage sur une voix, mais aussi voir les images de l'exploitation. Et puis surtout, vous pourrez découvrir plein d'agriculteurs d'exception en Nouvelle-Aquitaine. Je vous dis à très vite pour une nouvelle pause café chez les agriculteurs.